La parole est à Madame Valérie Rabault. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs de la Commission spéciale. Le projet de loi Pacte que vous portez, Monsieur le Ministre, souhaite transformer en profondeur notre économie. C'est une ambition louable, c'est une ambition nécessaire. Mais c'est une ambition qui se concrétisera à la condition de partir d'un diagnostic de départ juste sur ce qu'est aujourd'hui le fonctionnement du monde économique en France et en Europe, ses forces et ses atouts, mais aussi ses faiblesses. Le vrai défi tient à l'objectif que nous souhaitons proposer au monde économique pour notre société. Or, le capitalisme en France, dans les années 2010-2020, ne ressemble plus du tout à celui des années 90 et bien avant. Au lieu de parler de risques, d'investissement, de développement et d'aventure économique, une large partie du patronat ne parle plus que de charges, de démarches administratives et de rachats de concurrents. Entre la gestion de la rente, typique du manager moderne, et la prise de risque autour d'une idée nouvelle, apanage de l'entrepreneur, les entreprises françaises sont de plus en plus écartelées. La scission s'opère de manière beaucoup plus difficile entre le capitalisme de la rente et la financiarisation d'un côté, et le capitalisme de l'investissement productif et du développement de l'autre. Pour notre part, au sein du groupe socialiste et apparenté, nous sommes du côté de celles et ceux qui portent cet investissement productif et ce développement. Mais cette scission-là, Monsieur le Ministre, vous refusez de l'assumer dans votre projet de loi Pacte. Vous refusez de choisir entre ces deux orientations. Et parce que vous refusez de choisir, c'est-à-dire de définir un cap, les réponses que vous pensez apporter resteront au mieux très incomplètes, voire risquent de faire reculer la France. Dans ce projet de loi, nous soutiendrons les initiatives que vous prenez et qui concernent le développement de la finance verte, une codétermination plus avancée dans l'entreprise, une définition de l'entreprise du XXIe siècle en Europe autour de la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux. En revanche, nous dénonçons plusieurs de vos propositions. D'abord, nous dénonçons votre renoncement à assumer votre rôle économique. Monsieur le ministre, vous êtes ministre de l'économie et des finances, et pas que des finances. Cela signifie donc que vous devez avoir un rôle dans la définition du cap économique de notre pays. Cela signifie que vous devez garder en main les outils de structuration de politique économique. Or, aujourd'hui, vous proposez de vendre Aéroports de Paris. En somme, vous bradez ce qui fait l'essence même de votre action pour l'aménagement du territoire. En faisant cela, vous donnez les clés de Paris à un actionnaire privé. Si l'on regarde la structure capitalistique des aéroports en Europe, on s'aperçoit que la France fait déjà partie des pays qui ont le plus ouvert l'actionnariat au privé, 42% des parts en moyenne. Aller plus loin ferait rentrer notre pays dans une logique qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, sauf au Royaume-Uni, mais qui va quitter l'Union européenne. En Allemagne, que vous connaissez bien, Monsieur le Ministre, la puissance publique est l'actionnaire majoritaire de tous les grands aéroports, et même de tous les aéroports, qu'il s'agisse de Berlin, Francfort ou Munich. Quand on parle d'infrastructure, la puissance publique doit garder la main. Deuxième sujet d'inquiétude, si vous décidez de poursuivre cette privatisation, quels que soient les gouvernements, de gauche ou de droite, l'État a toujours été incapable de maîtriser les termes de la concession. Il suffit de rappeler l'exemple des autoroutes cédées en 2006, où il a fallu tout le doigté de la Commission des finances et de son rapporteur général de l'époque, Gilles Carrez, pour rehausser le prix de vente anormalement bas qui avait été fixé par le président Sarkozy. Ensuite, nous dénonçons l'absence d'action de votre part en matière de commerce extérieur, qui est depuis 10 ans l'une des grandes faiblesses de notre économie. Le décrochage est clairement concentré entre 2002 et 2008. La chute a été particulièrement aiguë dans l'industrie, notamment l'industrie automobile et les industries agroalimentaires. Un seul secteur a progressé depuis les années 2010, à rebours de tous les autres, ce sont les activités financières.
Or, en matière de commerce extérieur, notre politique publique n'est tout simplement pas au niveau. Pour s'en rendre compte, il suffit juste de regarder outre-Rhin ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il existe un crédit prospection bien plus robuste que le nôtre. Si on le transposait de manière équivalente en France, il faudrait y consacrer 100 millions d'euros. Par ailleurs, lors du débat sur la loi Macron en 2015, avait été évoquée l'idée de pouvoir avoir accès au crédit d'impôt prospection PME une deuxième fois, à la condition d'avoir un salarié chargé du développement export. C'est, Monsieur le ministre, dans ce sens que nous avons déposé de nouveau des amendements. Nous dénonçons également le recul net en matière de soutien productif aux entreprises. Ainsi, l'an dernier, dans la loi de finances pour 2018, vous avez renoncé au suramortissement que nous avions mis en place et qui a permis un vrai soutien à l'investissement des entreprises. À la place de cela, vous avez préféré libérer de l'épargne en supprimant la quasi-totalité de l'ISF, épargne qui, Monsieur le ministre, ne s'est pas retrouvée dans l'économie productive. Nous dénonçons votre manque d'initiative pour protéger les TPE. Nous le savons, l'une des difficultés, et ce n'est certes pas la seule, est l'accès des PME au financement du besoin de leur trésorerie. Cela a des conséquences sur la rentabilité de la société et parfois même sur leur survie. Dans certains cas, les commissions d'intervention représentent des sommes conséquentes. C'est dans cette optique que nous avons déposé un amendement visant à plafonner les commissions pour les TPE en cas de difficultés financières. En effet, de nombreuses entreprises peuvent alors se retrouver dans un cercle vicieux. Nous dénonçons aussi votre absence de volonté en matière de protection juridique des entreprises non cotées et de leurs actionnaires minoritaires afin de contrer, dans le cas d'une prise de contrôle inamicale, le pillage de leur capital humain et de leur savoir-faire. Alors, Monsieur le ministre, là aussi, en la matière, ce qui se passe en Allemagne est assez, je crois, instructif. Pour la petite histoire, en 2004, les actionnaires minoritaires de Wella, c'est une PME créée en 1880 dans le secteur du shampoing, gagne face à son actionnaire ultra-majoritaire, gagne face à Procter & Gamble, lorsque cette dernière souhaite lui imposer une stratégie de réduction de taille. Le droit allemand des sociétés non cotées régit les rapports entre les grandes sociétés et les sociétés de petite et moyenne taille dont elles deviennent actionnaires en tenant compte notamment de l'existence de groupes de sociétés de fait. Distinct du régime applicable aux groupes contractuels de sociétés, le dispositif a pour principale vocation d'encadrer la situation de dépendance des PME-ETI vis-à-vis de leur actionnaire majoritaire, c'est-à-dire la situation où, d'une quelconque manière, ce dernier prend des mesures ou exerce une influence susceptible d'être préjudiciable pour la société. Extrêmement dissuasif, ce dispositif juridique a prouvé son efficacité outre-Rhin. On constate ainsi un nombre extrêmement faible de recours en responsabilité en Allemagne. Étant à l'abri de décisions préjudiciables de leur actionnaire majoritaire, l'autonomie entrepreneuriale des PME-ETI est ainsi préservée. Elles ne craignent donc pas d'ouvrir leur capital. Ce dispositif de protection, nous l'avons traduit en amendement et souhaitions, Monsieur le ministre, que vous puissiez le soutenir. Enfin, et ce ne sera pas une dénonciation mais une interrogation, nous nous interrogeons sur votre volonté réelle de faire de la transition énergétique un vrai levier de relais de croissance économique. En la matière, plusieurs pistes peuvent être évoquées. Le fléchage de l'épargne vers la finance verte, de l'investissement public que vous avez, semble-t-il, oublié dans votre projet. Concernant le fléchage de l'épargne vers la finance verte, le groupe socialiste apparenté a déposé plusieurs amendements. Parmi ces amendements, l'un d'eux, je vais vous le dire très franchement, Monsieur le ministre, est un copier-coller de celui qui avait été déposé lors de la loi Sapin II par M. Castaner, qui depuis est devenu ministre des Relations avec le Parlement. Alors nous espérons, Monsieur le ministre, que vous soutiendrez au moins celui de votre collègue du gouvernement. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La